Quelque chose s'est manifesté depuis les profondeurs du collectif inconscient le 7 février 2026. Je ne parle pas d'une simple intuition personnelle, ni d'une coïncidence isolée. Ce phénomène est apparu à plusieurs reprises dans les témoignages de personnes que j'ai rencontrées au fil des années, mais aussi dans les récits de personnages que j'ai étudiés, interrogés, observés. Des individus qui n'ont aucun lien entre eux, qui vivent sur des continents différents, qui n'ont pas la même culture, et pourtant, tous décrivent la même chose. Les mêmes symboles. Les mêmes pressentiments. Les mêmes images intérieures. Je sais que, dit comme ça, cela peut sembler abstrait. On pourrait croire à des constructions de l'imagination, à des influences culturelles, à des peurs collectives nourries par l'époque. C'est ce que je pensais moi-même au départ. Pendant des décennies, j'ai étudié la psychologie humaine, j'ai recueilli des témoignages, j'ai analysé des expériences que la raison académique ne parvenait pas à expliquer, et j'ai toujours retrouvé ce même fil invisible. Quelque chose de très ancien. Quelque chose de beaucoup plus vaste que l'individu. Le 7 février 2026 n'est pas une date comme les autres. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas un simple repère chronologique. C'est un point de bascule. Un moment où le mouvement entre la conscience et l'inconscient atteint un seuil critique. Ce que je vais dire maintenant n'est pas une théorie de plus parmi tant d'autres. Ce n'est pas une spéculation psychologique ordinaire. C'est le résultat de décennies d'observation, de recoupement, de synchronicité vécue personnellement, qui ont bouleversé ma propre compréhension de la réalité. Nous sommes face à une similitude d'une ampleur monumentale, quelque chose qui ne s'est pas manifesté dans la psyché humaine depuis des milliers d'années. Et quand de tels mouvements se produisent dans les couches profondes de l'esprit collectif, l'histoire de l'humanité change toujours de direction. La question n'est donc pas de savoir si quelque chose se passe, mais de comprendre ce que cela signifie pour nous tous. Pour comprendre ce qui est en train de se produire, il faut revenir à un homme que beaucoup ont caricaturé, parfois même ridiculisé, Carl Gustav Jung. On le présente souvent comme un psychologue un peu mystique, trop éloigné de la rigueur scientifique pour être pris au sérieux par la pensée moderne. Pourtant, Jung a été l'un des rares à oser explorer les territoires les plus profonds et les plus dangereux de la psyché humaine. En 1913, au moment où l'Europe se croyait au sommet de sa puissance rationnelle, industrielle et culturelle, Jung a vécu ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Il n'a pas cherché ses expériences. Elles se sont imposées à lui avec une violence qui a failli le briser. Pendant plusieurs années, il a été envahi par des visions d'une intensité telle qu'il a craint de sombrer dans la folie. Il voyait des fleuves de sang déferler sur l'Europe, des villes réduites en cendres, des foules emportées par des forces qu'elle ne comprenait pas. Il voyait l'effondrement de l'ordre ancien, la montée de puissances obscures, la destruction méthodique de ce que l'on croyait solide et éternel. À l'époque, ces images semblaient délirantes. L'Europe se pensait civilisée, rationnelle, protégée par le progrès scientifique et technique. Personne ne voulait entendre qu'un cataclysme psychique et historique se préparait sous la surface de cette apparente stabilité. Jung lui-même doutait. Il se demandait s'il n'était pas en train de perdre la raison. Ce n'est qu'avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 que la nature de ses visions est apparue dans toute sa brutalité. Ce qu'il avait vu intérieurement s'est matérialisé à l'extérieur avec une précision terrifiante. Les fleuves de sang n'étaient plus des symboles abstraits, mais la réalité des tranchées. Les villes en ruine n'étaient plus des images oniriques, mais des paysages concrets de désolation. Les forces obscures qu'il avait pressenties se manifestaient désormais à travers des idéologies, des nationalismes, des pulsions collectives de destruction. Jung a consigné cette expérience intérieure dans ce que l'on appelle aujourd'hui le livre rouge. Ce n'est pas un traité académique classique. C'est un témoignage brut, parfois dérangeant, d'une plongée consciente dans les profondeurs de l'inconscient. Il y dialogue avec ses propres images intérieures, avec des figures symboliques, avec des archétypes qui semblent avoir une existence autonome. Ce manuscrit a été tenu à l'écart du public pendant près d'un siècle, non par hasard, mais parce qu'il remettait en cause la vision rationaliste de l'être humain. Il montrait que l'inconscient n'est pas un simple réservoir de souvenirs refoulés, mais une réalité vivante, structurée, dotée de sa propre logique et capable d'influencer non seulement les individus, mais des peuples entiers. Ce que Jung a compris à travers cette expérience, c'est que les grandes catastrophes historiques ne naissent pas seulement de causes économiques, politiques ou militaires. Elles prennent racine bien plus profondément, dans des déséquilibres de la psyché collective. Lorsque des contenus massifs de l'inconscient sont refoulés trop longtemps, ils finissent par faire irruption dans la réalité sous des formes violentes. Les guerres, les totalitarismes, les effondrements de civilisations ne sont pas seulement des erreurs humaines, ils sont aussi des manifestations extérieures de conflits intérieurs non résolus à l'échelle collective. Plus d'un siècle après les visions de Jung, je constate des signes troublants de réactivation de ces mêmes mécanismes psychiques. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Mais les structures profondes de la psyché humaine, elles, restent étonnamment constantes. Aujourd'hui, comme en 1913,
notre civilisation se croit protégée par sa technologie, par sa science, par sa capacité à tout mesurer, tout prévoir, tout contrôler. Nous vivons dans l'illusion que le progrès rationnel nous a définitivement mis à l'abri des grandes convulsions de l'histoire. Pourtant, sous cette surface de maîtrise apparente, les tensions s'accumulent. Notre monde est infiniment plus interconnecté que celui de Jung. Les informations circulent à une vitesse vertigineuse, les émotions collectives se propagent en temps réel, les peurs se contaminent d'un continent à l'autre en quelques heures. Cette interconnexion crée une fragilité psychologique inédite. La moindre perturbation peut produire des effets en cascade à l'échelle planétaire. Là où, en 1913, les déséquilibres psychiques mettaient du temps à se diffuser, aujourd'hui, ils se propagent instantanément, amplifiés par les réseaux, par la médiatisation permanente, par l'hyperstimulation émotionnelle. À cela s'ajoute une dépendance extrême à des structures mentales et technologiques qui donnent l'illusion de la stabilité, mais qui sont en réalité extrêmement vulnérables. Nos systèmes de communication, nos infrastructures énergétiques, nos repères symboliques eux-mêmes reposent sur un équilibre fragile. Lorsque cet équilibre est menacé, ce n'est pas seulement l'organisation matérielle de la société qui vacille, c'est la structure psychique des individus. Beaucoup ne savent plus qui ils sont sans ces prothèses technologiques qui soutiennent leur identité quotidienne. Lorsque l'inconscient collectif commence à s'agiter de cette manière, ce n'est jamais un phénomène neutre. C'est le signe que la conscience collective est arrivée à un point de saturation. Que certaines dimensions de l'expérience humaine ont été trop longtemps niées, méprisées ou reléguées dans l'ombre. Le symbolique, le spirituel, l'irrationnel, l'expérience intérieure profonde ont été considérés comme secondaires, voire inutiles, dans une civilisation obsédée par la performance, la rentabilité et le contrôle. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela s'accumule dans les couches profondes de la psyché collective, jusqu'à atteindre un seuil critique. Le 7 février 2026 marque précisément ce seuil. Pas comme une date magique ou fatidique, mais comme un point de condensation où les forces inconscientes, accumulées pendant des décennies, commencent à se manifester plus ouvertement dans notre réalité. Ce jour-là ne crée pas le déséquilibre. Il le rend visible. Il agit comme un révélateur, de la même manière que les visions de Jung n'ont pas causé la guerre, mais ont annoncé l'effondrement psychique qui la rendait inévitable. Dans ce que Jung appelait le collectif inconscient résident les archétypes, ces formes primordiales de l'expérience humaine qui précèdent toute culture, toute religion, toute idéologie. On a souvent tendance à croire que nos croyances, nos mythes et nos récits sont des constructions sociales, façonnées par l'histoire et l'éducation. Mais ce que Jung a mis en évidence, et que mes propres enquêtes n'ont cessé de confirmer, c'est que ces images fondamentales existent avant même que nous ayons des mots pour les décrire. Le héros qui se dresse contre le chaos, la grande mère qui nourrit et engloutit, le vieux sage qui transmet une connaissance dangereuse, l'ombre qui porte tout ce que nous refusons de voir en nous, l'anima et l'animus qui structurent notre relation à l'autre sexe psychique, ne sont pas des inventions culturelles. Ce sont des structures héritées, inscrites dans la trame même de la psyché humaine. Elles sont aussi réelles dans le monde intérieur que les instincts le sont dans le monde biologique, et elles orientent nos choix, nos peurs, nos désirs, souvent à notre insu. La plupart du temps, ces archétypes agissent de manière diffuse, fragmentée. Ils se manifestent dans les rêves individuels, dans les mythes, dans les récits collectifs, sans jamais dominer totalement la scène psychique. Mais à certains moments de l'histoire, quelque chose change de registre. Plusieurs archétypes s'activent simultanément chez un grand nombre d'individus, créant ce que Jung appelait une constellation archétypale. Ce phénomène est rare, car il implique une réorganisation profonde de l'équilibre psychique collectif. Lorsque cela se produit, les anciennes structures symboliques ne suffisent plus à contenir les forces qui émergent. Les repères s'effondrent, les croyances vacillent, et de nouvelles formes de sens cherchent à s'imposer. La dernière fois qu'une constellation archétypale de cette ampleur s'est produite, c'était à l'aube de l'ère chrétienne. Les anciens dieux perdaient leur pouvoir symbolique, les mythologies traditionnelles ne répondaient plus aux angoisses existentielles de l'époque, et une nouvelle figure archétypale s'imposait progressivement, celle du sauveur, du médiateur entre le divin et l'humain, porteur d'une promesse de rédemption. Ce basculement ne s'est pas fait sans violence. Il a entraîné des conflits, des persécutions, des ruptures profondes dans les structures sociales et spirituelles du monde antique. Une vision du monde s'effondrait, une autre naissait dans la douleur. Aujourd'hui, je constate des signes d'une constellation comparable, mais dans un contexte radicalement différent. Notre monde est dominé par la technologie, par la rationalité instrumentale, par une perte progressive de repères symboliques partagés. Les grands récits qui donnaient un sens collectif à l'existence se sont fragmentés. Chacun est renvoyé à sa subjectivité, à ses propres constructions de sens, souvent précaires et instables. Cette crise de signification crée un terrain psychique particulièrement propice à l'activation simultanée des archétypes. Lorsque les repères symboliques s'effondrent, les images archaïques reviennent en force pour combler le vide.
Depuis 2020, j'observe un motif troublant dans les témoignages que je reçois. Des personnes du monde entier, qui ne se connaissent pas, qui ne partagent ni langue, ni culture, ni références communes, me décrivent les mêmes rêves. Ce ne sont pas des variations vagues autour de thèmes universels, mais des images étonnamment précises et répétitives. Ils parlent d'eau sombre qui monte lentement, engloutissant des villes entières, comme si la civilisation était submergée par quelque chose de plus ancien qu'elle. Ils évoquent des ciels qui se fendent en deux, des failles dans la voûte du monde, comme si la structure même de la réalité se déchirait sous la pression de forces invisibles. Ils racontent la présence d'une ombre gigantesque qui plane au-dessus des foules, non pas comme une figure individuelle, mais comme une masse indistincte, pesante, menaçante, qui recouvre tout. Ces images ne peuvent pas être réduites à des angoisses personnelles ou à des influences médiatiques. Bien sûr, notre époque est saturée de récits catastrophistes, de scénarios d'effondrement, de représentations apocalyptiques. Mais ce que je constate ici est d'un autre ordre. Les personnes qui rapportent ces rêves n'ont souvent aucun intérêt particulier pour l'ésotérisme, la psychologie profonde ou les récits de fin du monde. Certaines vivent dans des régions isolées, loin des flux médiatiques dominants. Et pourtant, les symboles qui émergent dans leurs rêves sont les mêmes, avec une cohérence qui dépasse largement le hasard statistique. Ces images surgissent des profondeurs du collectif inconscient, comme si une même source psychique alimentait des milliers de psychés individuelles à travers le monde. Ces rêves ne sont pas des prédictions au sens littéral. Ils n'annoncent pas des événements concrets de manière factuelle. Ils fonctionnent comme des messages symboliques, des condensations d'états psychiques collectifs. L'eau sombre qui monte n'est pas seulement une image de catastrophe naturelle, elle symbolise la montée de contenus inconscients refoulés, qui submergent la conscience collective. Le ciel qui se fend n'est pas une description physique du monde, mais l'image d'une rupture des cadres symboliques qui soutiennent notre perception de la réalité. L'ombre gigantesque n'est pas une entité extérieure, mais la projection d'une ombre collective devenue si dense qu'elle semble acquérir une existence autonome. Tous ces symboles convergent vers une même période, une même zone de condensation temporelle. Le 7 février 2026 n'est pas présenté dans ces rêves comme une date explicitement nommée, mais comme un seuil, un point de bascule, un moment où la pression psychique accumulée atteint un niveau critique. Ce jour-là ne correspond pas encore à l'événement lui-même, mais au moment où l'invisible devient suffisamment dense pour commencer à se manifester dans le visible, où les structures intérieures qui maintenaient l'équilibre psychique collectif commencent à céder sous le poids de ce qui a été trop longtemps refoulé. Pour comprendre la portée de ce qui se joue autour du 7 février 2026, il faut revenir à un concept que Jung considérait comme l'un des plus dérangeants pour la pensée moderne, la synchronicité. Jung ne parlait pas de simple coïncidence. Il désignait par ce terme la coïncidence signifiante de plusieurs événements qui ne sont pas reliés par une chaîne de causes matérielles, mais par un sens commun. Autrement dit, il existe des moments où le monde extérieur semble s'ordonner autour d'un même motif symbolique que celui qui se déploie dans la psyché collective. Ces moments donnent l'impression troublante que la réalité intérieure et la réalité extérieure se répondent, comme si elles participaient d'un même champ de sens plus profond. Pour l'esprit rationaliste, cette idée est inacceptable, car elle remet en cause la séparation stricte entre sujet et objet, entre psyché et matière. J'ai longtemps résisté moi-même à cette conception. Formé dans un cadre intellectuel où l'on exige des causes mesurables, des corrélations vérifiables, j'ai cherché pendant des années à réduire ces phénomènes à des coïncidences statistiques, à des biais de perception. Mais certaines synchronicités que j'ai vécues personnellement, et que j'ai observées chez d'autres, étaient d'une précision et d'une densité de sens telles qu'il devenait difficile de les balayer d'un revers de main. Il ne s'agissait pas seulement d'événements improbables, mais de séquences d'événements qui semblaient répondre à un même motif symbolique, comme si une intention impersonnelle traversait à la fois la psyché et le monde extérieur. Le 7 février 2026, 3 événements se produisent simultanément, et cette simultanéité n'est pas neutre sur le plan symbolique. Le premier est d'ordre astronomique. Plusieurs planètes forment dans le ciel une configuration que les anciens astrologues appelaient la croix du destin. Je ne parle pas ici d'astrologie prédictive au sens populaire, qui prétendrait annoncer des faits concrets ou déterminer le cours des événements humains. Les planètes ne provoquent rien sur Terre. Elles n'agissent pas comme des causes mécaniques. Mais, depuis l'Antiquité, leurs mouvements ont été perçus comme un langage symbolique, une manière pour le cosmos de refléter des tensions, des transitions, des seuils critiques dans la vie psychique collective. La croix du destin a toujours été associée, dans les traditions anciennes, à des périodes de rupture, de renversement des structures établies, de transformation des repères fondamentaux. Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement la configuration elle-même, mais le moment où elle se produit. Elle apparaît dans un contexte historique où l'humanité traverse une crise de sens profonde, où les repères symboliques traditionnels se sont effondrés sans être remplacés par de nouveaux cadres cohérents. La configuration planétaire agit alors comme un miroir cosmique de cette tension intérieure. Elle ne cause pas la crise, mais elle en reflète la structure,
comme si le cosmos et la psyché humaine entraient en résonance à un niveau symbolique. Le deuxième événement est l'apparition d'un objet céleste au comportement anormal, officiellement présenté comme une comète récemment découverte. Les autorités scientifiques parlent d'un phénomène ordinaire, conforme aux lois connues de la physique céleste. Pourtant, plusieurs anomalies ont été relevées dans son comportement. Sa trajectoire présente des variations subtiles, son activité ne correspond pas parfaitement au modèle prédictif habituel, et sa période d'observation coïncide de manière troublante avec la formation de cette configuration planétaire particulière. Là encore, je ne parle pas de causalité physique. La comète ne provoque rien. Mais son apparition au même moment que la croix du destin renforce l'impression d'une convergence symbolique. Dans de nombreuses traditions anciennes, l'apparition de comètes était interprétée comme un présage, non pas parce que l'on croyait que ces objets célestes provoquaient des catastrophes, mais parce qu'ils étaient perçus comme des signes annonçant des transitions majeures dans l'ordre humain. Ces interprétations peuvent nous sembler naïves aujourd'hui, mais elles reposaient sur une intuition fondamentale, celle d'un lien symbolique entre les mouvements du ciel et les bouleversements de l'âme collective. La comète qui apparaît à ce moment précis fonctionne, sur le plan symbolique, comme un rappel de ce langage ancien, où le cosmos était lu comme un miroir des transformations intérieures de l'humanité. Le troisième événement, le plus perturbant d'un point de vue psychologique, concerne l'activité solaire. Une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle atteint son maximum ce même jour. Sur le plan physique, cela se traduit par des perturbations électromagnétiques, des dysfonctionnements de satellites, des fragilisations de réseaux technologiques. Mais sur le plan symbolique, le Soleil a toujours représenté la conscience, la lumière de la raison, l'ego collectif qui éclaire et structure le monde humain. Dans presque toutes les traditions, le Soleil est associé à la clarté, à l'ordre, à la stabilité du centre. Lorsque cette lumière est agitée, lorsqu'elle devient violente, instable, imprévisible, cela peut être lu comme le reflet symbolique d'une perturbation profonde dans la conscience collective. Ce n'est pas que le Soleil cause une crise psychologique. C'est que la violence des phénomènes solaires résonne avec la violence des tensions qui traversent la psyché de notre civilisation. La tempête solaire agit comme une image cosmique de l'agitation intérieure qui secoue nos structures mentales, nos certitudes, nos cadres de compréhension du réel. Ces trois événements réunis où la configuration planétaire, l'apparition de la comète, l'intensification de l'activité solaire, constituent une synchronicité d'une ampleur rare. Chacun, pris isolément, pourrait être interprété comme un phénomène naturel sans signification particulière. Mais leur convergence temporelle, dans un contexte de crise psychique collective, crée un champ de sens qui dépasse la simple coïncidence. C'est comme si le cosmos tout entier se configurait, à cet instant précis, selon un motif symbolique qui reflète la tension maximale entre la conscience humaine et ce qui cherche à émerger des profondeurs de l'inconscient collectif. Depuis plus d'un siècle, l'humanité vit sous l'illusion du progrès rationnel. Nous avons placé une confiance presque religieuse dans la science, dans la technologie, dans la capacité de la raison à expliquer, prévoir et maîtriser tous les aspects de la réalité. Ce paradigme a produit des avancées extraordinaires sur le plan matériel, mais il a aussi instauré une vision extrêmement étroite de l'expérience humaine. Tout ce qui ne pouvait pas être mesuré, quantifié, contrôlé a été relégué à la périphérie du champ de la connaissance. Le symbolique, le spirituel, l'irrationnel, l'intuition, le mystère ont été traités comme des résidus d'époques archaïques, indignes d'une civilisation moderne qui se veut éclairée. Ce refoulement n'a pas fait disparaître ces dimensions. Il les a simplement rejetées dans l'ombre collective. Jung utilisait ce terme pour désigner l'ensemble des contenus psychiques qu'une culture refuse de reconnaître comme faisant partie de son identité consciente. Dans notre cas, l'ombre collective est constituée de tout ce que la modernité a méprisé, la dimension mythique de l'existence, le besoin de sacré, l'expérience intérieure profonde, la reconnaissance de l'ambivalence humaine, de la violence latente, de l'irrationalité qui traverse chacun de nous. Plus une société s'identifie à une image idéalisée d'elle-même irrationnelle, progressiste, maîtrisée, plus elle accumule dans l'ombre ce qui contredit cette image. Lorsque l'ombre devient trop dense, elle ne peut plus rester contenue. Elle finit par faire irruption dans la conscience de manière brutale, souvent sous des formes collectives et destructrices. Le XXe siècle en est une illustration tragique. Les deux guerres mondiales, l'ascension des totalitarismes, les violences de masse, les génocides ne sont pas seulement des accidents de l'histoire ou des dérives politiques. Ce sont des manifestations extérieures de forces psychiques collectives qui avaient été refoulées trop longtemps. Une civilisation qui se croyait rationnelle, civilisée, humaniste a vu surgir de son propre inconscient des pulsions de destruction d'une ampleur inédite. La barbarie n'est pas venue de l'extérieur. Elle a émergé du cœur même de la modernité. Ce que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ce processus, mais à une échelle encore plus large. Notre civilisation est désormais globale. Les structures économiques, technologiques,
culturelles sont interconnectées à l'échelle planétaire. Les tensions psychiques qui traversent une partie du monde se propagent presque instantanément à l'ensemble du système. La polarisation des discours, la montée des radicalismes, la fragmentation des repères symboliques, l'explosion des angoisses identitaires ne sont pas des phénomènes isolés. Ils témoignent d'une saturation progressive de la conscience collective. Les mécanismes de refoulement qui ont permis à la modernité de se construire arrivent à leurs limites. Pour décrire ce processus de renversement inévitable, Jung reprenait un concept d'Héraclite, l'énantiodromie. Lorsqu'une force psychologique est poussée à l'extrême, elle se transforme en son contraire. Ce principe ne s'applique pas seulement aux individus, mais aussi aux civilisations. Une culture qui s'identifie exclusivement à la rationalité, au contrôle, à la domination technique de la nature finit par susciter, dans son inconscient collectif, un mouvement inverse d'une intensité équivalente. Ce qui a été nié, méprisé, expulsé de la conscience revient avec une force accrue, souvent sous des formes déformées, excessives, parfois destructrices. Notre monde hyperrationnel et hypertechnologique a atteint son point de saturation. La promesse implicite de la modernité était simple: plus de science, plus de technologie, plus de contrôle rationnel conduirait à plus de sécurité, plus de bien-être, plus de sens. Or, nous assistons paradoxalement à une augmentation massive de l'angoisse, du sentiment de vide existentiel, de la perte de repères. La maîtrise technique du monde extérieur s'est accompagnée d'un appauvrissement du monde intérieur. L'être humain moderne sait de plus en plus comment fonctionne l'univers matériel, mais il ne sait plus pourquoi il vit, ni comment habiter le sens de son existence. Face à ce vide, l'inconscient collectif commence à répondre. Ce que nous avons nié pendant des décennies où le besoin de mythes, de transcendance, de symbolique, de relation au mystère remonte à la surface sous des formes souvent chaotiques. On voit réapparaître des croyances extrêmes, des récits apocalyptiques, des quêtes de sens radicales, parfois des formes de spiritualité déformées ou instrumentalisées. Ce ne sont pas des signes de régression primitive, mais les symptômes d'une énantiodromie en cours, le retour violent de ce que la conscience collective a trop longtemps exclu. Le 7 février 2026 marque le début visible de cette énantiodromie à l'échelle mondiale. Ce n'est pas encore l'effondrement total des structures sociales ou politiques, mais le moment où la tension entre la conscience rationnelle et l'inconscient collectif atteint un seuil critique. À partir de ce point, les structures psychologiques qui soutiennent notre civilisation commencent à se fissurer. Les certitudes qui semblaient inébranlables se fragilisent. Les récits dominants perdent leur pouvoir de cohésion. Les repères symboliques se brouillent, laissant place à une instabilité intérieure qui se reflète dans les conflits extérieurs. Ce qui semblait stable révèle sa fragilité. Ce qui apparaissait comme un progrès linéaire se montre dépendant d'équilibres psychiques beaucoup plus précaires qu'on ne l'admettait. Et ce processus, une fois enclenché, ne peut pas être stoppé par des décisions politiques, des réformes institutionnelles ou des innovations technologiques. Il s'agit d'un mouvement profond de la psyché collective, un mouvement qui transforme la manière même dont l'humanité se perçoit le sens de son existence et la nature de la réalité dans laquelle elle évolue. Le 7 février 2026, peu avant l'aube, une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle atteint la Terre. Sur le plan strictement physique, les conséquences sont immédiates. Perturbations violentes des champs magnétiques, dysfonctionnement en cascade des satellites de communication, interférences massives dans les réseaux de navigation, coupures d'électricité dans de vastes régions du monde. Les systèmes que nous considérions comme stables et fiables révèlent soudain leur vulnérabilité. Notre civilisation moderne repose sur une infrastructure technologique extrêmement complexe, mais aussi extrêmement fragile. Nous avons construit notre monde quotidien sur des couches d'abstraction technique que la majorité des individus ne comprend pas réellement, mais auxquelles tous sont devenus dépendants. Ce que la plupart des gens n'anticipent pas, c'est l'impact psychologique d'un tel effondrement technologique, même temporaire. La technologie n'est plus un simple outil extérieur. Elle est devenue une extension de notre moi conscient. Elle structure notre rapport au temps, en accélérant nos rythmes de vie. Elle structure notre rapport à l'espace, en abolissant les distances. Elle structure notre sentiment de sécurité, en nous donnant l'illusion d'un contrôle permanent sur notre environnement. Lorsqu'elle s'effondre, même pour quelques heures, c'est comme si une partie de notre propre structure psychique se désagrégeait. Beaucoup éprouvent alors une forme de dépersonnalisation collective, une sensation de flottement intérieur, de perte de repères, comme si leur identité elle-même était soudainement privée de ses points d'ancrage habituels. Cette perte de repères crée une vulnérabilité psychique massive. Les cadres symboliques qui maintenaient la conscience collective dans un état de relative stabilité se fissurent. Les routines mentales s'effondrent. Le sentiment de maîtrise laisse place à une angoisse diffuse. Et c'est précisément dans ces moments de fragilité que l'inconscient trouve une ouverture. Lorsque les défenses psychiques construites par la rationalité et la technologie se relâchent, les contenus refoulés du collectif inconscient peuvent affluer à la surface avec une intensité inhabituelle.
La frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur devient plus poreuse. Ce qui, en temps normal, reste confiné dans l'ombre de la psyché collective commence à se manifester de manière visible dans l'expérience quotidienne des individus. Durant les heures et les jours qui suivent cette tempête solaire, des phénomènes que la psychologie conventionnelle peine à expliquer se multiplient. Les synchronicités deviennent presque quotidiennes. Des coïncidences chargées de sens semblent se produire à un rythme accéléré, comme si la réalité extérieure se mettait à répondre directement aux états intérieurs des personnes. Les pensées paraissent parfois se matérialiser dans le monde environnant. On pense intensément à quelqu'un, et cette personne appelle quelques instants plus tard. On traverse une période de doute profond, et l'on tombe par hasard sur un symbole, une phrase, une image qui semble commenter exactement ce que l'on est en train de vivre intérieurement. Ce ne sont pas de simples hasards statistiques vécus de manière subjective. Leur densité, leur répétition, leur cohérence symbolique donnent l'impression d'un dialogue implicite entre la psyché et le monde. Des symboles apparaissent dans l'environnement immédiat des personnes avec une précision troublante. Certains parlent de signes récurrents, de motifs qui se répètent dans les rues, dans les médias, dans les rencontres fortuites. D'autres vivent des visions intérieures particulièrement intenses, parfois à l'état de veille, parfois dans des états de conscience modifiés proches du rêve éveillé. Ils décrivent l'apparition de figures archétypales issues du collectif inconscient, le héros qui promet le salut, la grande-mère qui protège mais aussi qui étouffe, le vieux sage porteur d'une vérité dérangeante, l'ombre qui confronte l'individu à sa propre part obscure. Il ne s'agit pas d'hallucinations pathologiques au sens clinique du terme. Ces expériences ont une structure symbolique cohérente et s'inscrivent dans une dynamique collective. Elles surgissent lorsque la frontière entre la conscience rationnelle et l'inconscient collectif s'amincit sous l'effet de la vulnérabilité psychique généralisée. Le phénomène le plus inquiétant est ce que Jung appelait la possession archétypale. Dans cet état, un individu ou un groupe cesse de se percevoir comme un sujet singulier doté de limites, de doutes et de responsabilités personnelles. Il s'identifie totalement à une figure archétypale qui le dépasse. Possédé par l'archétype du héros, on se vit comme investi d'une mission salvatrice, légitimant tous les moyens au nom d'un but prétendument supérieur. L'individu se sent appelé à sauver le monde, quitte à imposer sa vision par la force. Possédé par l'archétype de l'ombre, on projette sa propre noirceur intérieure sur un ennemi extérieur, que l'on diabolise, déshumanise, jusqu'à justifier des actes de cruauté que l'on n'aurait jamais cru possibles. Possédé par des figures apocalyptiques, on voit la fin du monde partout, on interprète chaque événement comme la confirmation d'un effondrement imminent, et l'on agit en conséquence, parfois de manière désespérée ou violente. Nous avons déjà vu ce mécanisme à l'œuvre dans les mouvements de masse du XXe siècle. Les grandes idéologies totalitaires ont fonctionné comme des véhicules de possession archétypale collective. Elles ont offert des récits simples, manichéens, portés par des figures héroïques et des ennemis diabolisés, dans lesquels des millions de personnes ont projeté leurs conflits intérieurs non résolus. Ce qui se joue à partir du 7 février 2026 est potentiellement encore plus dangereux, car l'activation simultanée de plusieurs archétypes à l'échelle planétaire se produit dans un monde interconnecté, instantanément mobilisable par des flux d'informations, d'images et d'émotions. Lorsque ces archétypes s'activent simultanément chez des millions de personnes, la dynamique collective devient imprévisible. Les frontières entre le rationnel et l'irrationnel se brouillent. Les décisions individuelles et collectives sont de plus en plus influencées par des forces symboliques inconscientes. Les réactions émotionnelles prennent le pas sur l'analyse critique. La société entre dans une phase de turbulence psychique où les comportements peuvent basculer rapidement d'un extrême à l'autre. Ce n'est pas seulement l'ordre technologique qui vacille. C'est la structure même de la conscience collective qui entre dans une zone d'instabilité profonde, ouvrant un champ de possibles où le meilleur comme le pire peuvent émerger avec une rapidité déconcertante. Au cours de mes recherches de ces dernières décennies, je ne me suis pas limité aux textes de psychologie profonde, aux traditions symboliques ou aux témoignages d'expériences intérieures. J'ai également échangé, souvent de manière informelle et discrète, avec des scientifiques engagés dans des programmes d'observation astronomique qui ne sont pas destinés au grand public. Ces conversations, menées à l'abri des projecteurs médiatiques, m'ont profondément troublé, non pas tant par ce qu'elles révélaient sur les phénomènes célestes eux-mêmes, mais par la manière dont ces phénomènes semblaient entrer en résonance avec les dynamiques psychiques que j'observais parallèlement dans la conscience collective. Il existe dans l'espace un astéroïde, surveillé depuis la fin du siècle dernier, dont la trajectoire fait l'objet de calculs réguliers et d'actualisations constantes. Officiellement, les agences spatiales et les institutions scientifiques affirment qu'il ne représente aucun danger pour la Terre. On parle d'un passage à distance sûre, de probabilité d'impact quasi nulle, de marge de sécurité rassurante. Le discours public se veut apaisant, et il est compréhensible qu'il le soit. Une annonce brutale sur la possibilité d'un impact potentiel provoquerait une panique immédiate à l'échelle planétaire. Mais ce que l'on m'a confié en privé est plus nuancé, plus ambigu,
moins confortable pour l'esprit rationnel qui cherche des certitudes. Les modèles de prédiction de trajectoire montrent des variations subtiles, difficiles à expliquer complètement avec nos lois physiques actuelles. À chaque nouvelle série de calculs, l'orbite prévue se modifie légèrement. Ces écarts ne sont pas spectaculaires, mais ils sont suffisamment récurrents pour interroger les certitudes affichées publiquement. Ce qui est le plus frappant, c'est que la date du 7 février 2026 correspond à un moment clé dans la modélisation de son parcours futur. Ce jour-là, selon certaines projections internes, un ajustement décisif de sa trajectoire est enregistré. Ce n'est pas un virage brutal, mais un point d'inflexion à partir duquel les marges d'erreur deviennent plus sensibles aux moindres perturbations gravitationnelles. Je ne dis pas que cet astéroïde va percuter la Terre. Ce n'est pas mon propos, et je me méfie des discours apocalyptiques simplistes qui transforment des incertitudes scientifiques en prophéties sensationnalistes. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dimension symbolique de cet objet céleste. Dans le langage de l'inconscient, un corps sombre qui s'approche de la Terre est une image archétypale puissante. Il représente le retour du refoulé, l'irruption de ce qui a été maintenu à distance de la conscience. L'astéroïde devient alors une métaphore cosmique de l'ombre collective qui se rapproche du champ de la conscience humaine. Il incarne tout ce que notre civilisation a nié, méprisé ou relégué hors de sa vision du monde, la finitude, la fragilité, la possibilité réelle de l'anéantissement, la limite ultime de la maîtrise technique. Dans de nombreuses traditions mythologiques, les objets célestes menaçants sont associés à des figures de jugement, de rappel à l'ordre cosmique, de rupture des illusions humaines de toute puissance. Sans prendre ces mythes au pied de la lettre, il est frappant de constater à quel point l'imaginaire contemporain réactive spontanément ses motifs dès qu'il est question d'astéroïdes, de météorites, de menaces venues de l'espace. Ce n'est pas seulement une peur rationnelle d'un danger physique. C'est une peur symbolique, une angoisse archaïque liée à la conscience, même inconsciente, de notre vulnérabilité radicale face aux forces du cosmos. Que l'astéroïde frappe ou non la Terre n'est pas, en définitive, l'essentiel. L'essentiel est l'effet psychologique de cette possibilité. Pour la première fois à l'échelle planétaire, l'humanité est confrontée de manière concrète, médiatisée, chiffrée, modélisée, à l'idée de sa propre extinction. Certes, les mythes anciens parlaient déjà de fin du monde, de déluge, de cataclysme. Mais ces récits appartenaient à un registre symbolique et religieux. Aujourd'hui, la possibilité de l'extinction est inscrite dans des modèles scientifiques, dans des graphiques, dans des probabilités calculées par des algorithmes. Cette confrontation moderne à la finitude collective agit comme un choc existentiel. Elle fissure l'illusion matérialiste selon laquelle tout est contrôlable, prévisible, maîtrisable par la technique et la raison. Cette fissure ne se manifeste pas seulement dans les discours publics, mais dans la psyché des individus. Beaucoup éprouvent, parfois sans en avoir clairement conscience, une angoisse diffuse liée à la perspective d'une fragilité radicale de l'espèce humaine. Cette angoisse ne trouve pas toujours d'objet précis. Elle se transforme en sentiment de précarité existentielle, en besoin compulsif de sécurité, en quête de certitudes idéologiques ou spirituelles. L'astéroïde, en tant que symbole, catalyse ces angoisses. Il donne une forme concrète à une peur plus profonde, celle de la disparition du cadre même qui rend notre existence intelligible. Lorsque, le 7 février 2026, les perturbations technologiques se produisent, que les synchronicités se multiplient et que les observatoires enregistrent une anomalie dans la trajectoire de cet astéroïde, ceux qui sont aux commandes comprennent, même s'ils ne l'admettent pas publiquement, que quelque chose de beaucoup plus vaste est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de la trajectoire d'un corps céleste. Il s'agit de la mise en crise d'une vision du monde qui séparait strictement la psyché et le cosmos, la subjectivité et l'objectivité, la pensée et la matière. La frontière entre ces domaines se révèle bien plus poreuse que ce que notre science matérialiste est prête à reconnaître, et cette porosité devient de plus en plus difficile à ignorer à mesure que les événements symboliques et physiques semblent entrer dans une résonance troublante. On m'a souvent demandé pourquoi les autorités ne communiquent pas ouvertement sur ces phénomènes, pourquoi tant d'informations restent fragmentaires, édulcorées ou diluées dans des discours techniques qui rassurent plus qu'ils n'éclairent. La réponse est à la fois politique et psychologique. Sur le plan politique, reconnaître publiquement l'ampleur d'une crise potentielle, qu'elle soit technologique, cosmique ou psychique, provoquerait immédiatement une panique de masse. Les structures sociales reposent sur un minimum de prévisibilité et de confiance. Annoncer que des événements échappent au contrôle des institutions, que les modèles de prévision sont incertains, que les cadres explicatifs dominants ne suffisent plus, reviendrait à fragiliser les fondations même de l'ordre social. Les comportements irrationnels se multiplieraient, les mouvements de panique se propageraient, et la cohésion collective pourrait se désagréger en quelques heures. Mais au-delà de cette dimension politique, il existe une raison psychologique plus profonde au silence et à la minimisation. Les élites scientifiques, techniques et politiques sont profondément identifiées au paradigme rationaliste qui structure notre civilisation depuis plus d'un siècle.
Leur identité, leur légitimité, leur sentiment de compétence reposent sur l'idée que le monde est fondamentalement compréhensible, mesurable et contrôlable par la raison humaine et la technologie. Admettre l'existence de forces qui dépassent le contrôle technique, la prédiction scientifique et les cadres conceptuels établis reviendrait à reconnaître les limites de cette vision du monde. C'est une confrontation directe avec l'ombre collective de la modernité, la peur de l'inconnu, l'angoisse devant ce qui échappe au calcul, le refus de reconnaître la dimension tragique et imprévisible de l'existence. Face à ce qui vient, la réaction spontanée de beaucoup de personnes est de penser en termes de préparation matérielle. On parle de stocker de l'eau, de la nourriture, des médicaments, de prévoir des sources d'énergie alternatives, de sécuriser son environnement immédiat. Une certaine prudence pratique est compréhensible et même légitime. Elle répond à un besoin humain fondamental de se sentir en sécurité face à l'incertitude. Mais cette préparation matérielle, aussi nécessaire soit-elle à court terme, ne touche pas le cœur du problème. Ce qui va être mis à l'épreuve dans les événements qui s'ouvrent, ce n'est pas seulement notre capacité de survie matérielle, mais notre capacité psychique à affronter l'irruption de contenus inconscients sans sombrer dans la panique, la projection ou la violence. La véritable préparation est intérieure. Elle est psychologique, osons le mot, spirituelle, non pas au sens religieux dogmatique, mais au sens d'une relation consciente aux profondeurs de la psyché. Se préparer, c'est entamer un travail d'individuation. Cela signifie apprendre à se connaître réellement, au-delà des rôles sociaux, des identités de surface, des images idéalisées que l'on se fait de soi-même. Cela implique de reconnaître et d'intégrer sa propre ombre, ces aspects de soi que l'on préfère nier parce qu'ils contredisent l'image que l'on veut projeter. La peur, l'agressivité, la jalousie, le désir de contrôle, la tentation de la domination ou de la fuite. Tant que ces aspects restent inconscients, ils sont projetés sur l'extérieur, transformant l'autre en ennemi, en menace, en porteur de tout ce que l'on refuse de voir en soi. Développer cette conscience de l'ombre personnelle est essentiel, car c'est la seule protection réelle contre la possession archétypale de masse. Celui qui n'a pas reconnu ses propres ténèbres est beaucoup plus vulnérable à la projection collective, à la diabolisation de groupes entiers, à l'adhésion aveugle à des récits simplificateurs qui promettent un salut rapide au prix de la désignation d'un bouc émissaire. Le travail intérieur n'est pas un luxe pour tant de paix. Il devient une nécessité vitale lorsque les structures psychiques collectives entrent en turbulence. Se préparer, c'est aussi développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de maintenir la tension entre les opposés sans se réfugier dans des positions extrêmes. Notre époque est marquée par une pensée polarisée, manichéenne, qui oppose systématiquement le rationnel à l'irrationnel, le scientifique au symbolique, le scepticisme à la spiritualité, la lucidité critique à l'ouverture intuitive. Dans les événements qui s'ouvrent à partir du 7 février 2026, il faudra être capable de tenir ensemble ces polarités sans les dissoudre ni les opposer de manière stérile. Il faudra pouvoir rester rationnel sans devenir cynique, ouvert à l'expérience intérieure sans sombrer dans la crédulité, critique sans devenir fermé, sensible au symbolique sans perdre l'ancrage dans le réel concret. Beaucoup vivront ce processus de transformation intérieure comme une nuit obscure de l'âme. Cette expression, empruntée à la tradition mystique, désigne une période de perte de repères, de désorientation profonde, où les anciennes certitudes ne fonctionnent plus et où les nouvelles n'ont pas encore émergé. C'est une traversée du vide, une confrontation avec l'angoisse existentielle, avec le sentiment de ne plus savoir qui l'on est ni sur quoi s'appuyer. Dans une perspective psychologique, cette nuit obscure correspond à une désorganisation temporaire de la structure de l'ego, nécessaire pour permettre l'émergence d'une conscience plus large. Ce n'est pas une pathologie à supprimer à tout prix, ni une anomalie à médicaliser systématiquement. C'est une étape de transformation, souvent douloureuse, mais potentiellement féconde. À l'échelle collective, cette nuit obscure se manifeste par une crise de sens généralisée. Les récits qui structuraient notre rapport au monde perdent leur pouvoir explicatif. Les idéologies, les promesses de progrès illimités, les certitudes technoscientifiques apparaissent pour ce qu'elles sont, des constructions humaines, partielles, contingentes. Ce dévoilement peut être vécu comme une perte insupportable de sécurité symbolique. Mais il ouvre aussi la possibilité d'une transformation profonde de la conscience collective. Le 7 février 2026 ne marque pas la fin du monde au sens littéral. Il marque l'entrée dans une phase où les illusions qui soutenaient notre vision du réel deviennent de plus en plus difficiles à maintenir, où la psyché collective est contrainte de se confronter à ses propres limites, à sa finitude, à la nécessité d'intégrer ce qu'elle avait jusqu'ici rejeté.